demander aux conseillers, aux membres du conseil municipal des Sables, majorité opposition, de bien vouloir venir et de s'asseoir ici. Je vérifie scrupuleusement le quart d'heure dont on dit Sablais, mais c'est le même à Bergerac, c'est le même à Beauvais. Il y a toujours un quart d'heure de battement. Je vous prie de m'en excuser, mais les invités continuent d'arriver. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est peu dire que je me réjouis d'être parmi vous pour cette cérémonie des vœux, cérémonie où nous avons souhaité accueillir tous les Sablais et les Chaumois qui ont envie de nous rencontrer, mais aussi qui ont envie de se rencontrer. C'est comme un symbole de notre action, de notre ouverture et de notre disponibilité. Certes, on n'est pas élu par tout le monde, mais on est élu pour tout le monde. Ainsi en est-il de nos initiatives locales, tournées vers les quartiers et donc au plus près de la population. L'idée Gallo rappellera dans un instant les chantiers entrepris et ceux à venir. Je veux dire ici l'engagement de notre équipe à ses côtés pour les mener à bien. C'est donc au nom de mes collègues que je vous souhaite, monsieur le maire, cher Didier, une bonne et grande année 2015, une année pour préparer l'avenir, une année pour le bien-être de ses habitants. Merci, ma chère Brigitte. Alors, je veux dire, bonne année à tous. Et vous allez dire, oh là là là, il a la réputation de faire des discours très brefs. Non, rassurez-vous, j'ai préparé un discours d'une heure 40, hein, et 52 citations. Alors ceux qui sont debout, il n'y en aura peut-être plus beaucoup à la fin de mon intervention. Avant toute chose, cette ville a une richesse qui sont ses services. Et le film que vous allez voir rend hommage à ces services qui sont des services, j'insiste, en régie. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire, pratiquement, à la demande. Et j'évoquerai simplement un incident qui s'est déroulé cet été, un dimanche d'août, où à 20h, les bars-restaurants de la plage étaient menacés de submersion. À 20h30, il y avait un employé de la ville, il y avait une pelle, et nous avons pu sauver ces établissements qui sont fort utiles pour la renommée et le confort de la station. Donc, nous avons tenu à leur rendre hommage, et vous allez pouvoir regarder ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Et puis les autres, on a la dimension, c'est celle-là. 59, 3.
Monsieur le député maire de Lonne-sur-Mer, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du Conseil général, Monsieur le député maire honoraire, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues du Conseil municipal des jeunes, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, qui eût cru, lorsque je suis arrivé au Sables d'Olonne, en 1980, 21 janvier, que je serais maire 35 ans plus tard. Je ne vous cache pas mon émotion pour la confiance que vous nous avez faite et je vous en remercie toutes et tous, comme l'a rappelé Brigitte. Je te remercie pour tes vœux, Brigitte. C'est vrai que nous avons été élus par certains et nous travaillons pour tous. C'est là le moteur de notre action. Après cette élection surprise, nous nous sommes mis au travail. Nous nous sommes mis au travail et je retiendrai sur l'année passée 4 actions. 4 actions phares, 4 actions symboles. Tout d'abord, celle que personne n'attendait en disant « bon, il fait des promesses, il était là ». C'est la gratuité du passeur. La gratuité du passeur qui rencontre un succès considérable. Il y a plus de 9200 cartes qui ont été délivrées. 9200 cartes et tous les jours, cela continue à un rythme moins soutenu, mais maintenant ce sont ceux qui ne sont pas venus au début qui viennent. Nous en distribuons encore 4-5 par jour, donc ce n'est pas terminé. La gratuité du passeur, un symbole de la réunion de la Chaume et des Sables, qui facilite la relation, qui facilite les transports, qui évite de prendre sa voiture. C'était un engagement de campagne, nous l'avons tenu. Le deuxième engagement de campagne que j'évoquerai, c'est celui de la modification du plan local d'urbanisme. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement, je ne remercierai pas tous les élus de ma majorité pour ce qu'ils font, je les remercierai en groupe, un tir groupir, mais je tiens à féliciter Gwenaëlle Lousteau-Charthez, la responsable du service urbanisme, et Geoffroy de Bénast, adjoint dans la même matière, donc adjoint à l'urbanisme, qui ont accompli un travail phénoménal en très peu de temps. En 10 mois maintenant, nous allons pouvoir présenter au conseil municipal cette modification. Nous n'avons eu recours à aucun bureau d'études. Tout s'est fait en interne avec l'élu et la chef de service correspondante. C'est absolument remarquable et je vous demande de les applaudir. Nous nous étions engagés à nous doter des outils juridiques permettant de mettre en œuvre ce programme qui visait à mieux maîtriser le béton. Nous devions en effet disposer de ces outils pour pouvoir nous mettre au travail et tenir notre engagement. Les grandes lignes du plan local d'urbanisme, c'est la diminution des hauteurs et également le renforcement des règles d'implantation afin d'éviter que les voisins ne soient trop touchés par ce qui s'élève un peu trop. Pensez au boulevard Laplace, vous voyez cette petite maison à gauche de l'immeuble qui se trouve à l'angle. Il est certain que pour le propriétaire de cette maison, cela a un impact considérable. Ensuite, renforcer notre patrimoine, la protection de notre patrimoine, les espaces paysagers, les bâtiments, je pense les rues. Je pense à la rue de l'Abbé Marceau avec un ensemble délicieux de petites maisons qui pouvaient être touchées par la frénésie immobilière d'ailleurs qui se calme naturellement, je dirais, actuellement. La rue de l'Abbé Marceau, les murs de la Chaume, du quartier de la Chaume, le quartier de la Chaume où désormais on ne construira plus qu'à R+1, et puis les espaces naturels.
nous avions pris des engagements très fermes pour la zone des jardins des marchés. Ils sont tenus. Désormais, ces différents points de la ville sont clairement protégés. Par ailleurs, le quartier, le camping des Roses, le quartier des Roses, va être complètement modifié puisque nous reprenons ce terrain dont la délégation prenait fin en décembre 2015. Ce terrain, qui est pratiquement notre seule réserve foncière disponible, connaîtra deux destinations, un parc paysager d'une part, et de l'autre, 60, j'espère 70 logements individuels à prix coûtant, destinés aux jeunes ménages, avec enfants, avec clause de retour afin d'éviter la spéculation, pour ramener les jeunes dans le centre-ville, que les prix du foncier éloignent vers Sainte-Foy, vers Saint-Mathurin, vers la Motte-à-Char. Éviter les déplacements, permettre à ceux qui travaillent avec des salaires modestes, et ils sont nombreux, de vivre au Sable d'Olonne, c'était encore là un de nos engagements de campagne. Troisième engagement de campagne que j'évoquerai, la sécurité. La sécurité au Sable d'Olonne connaît surtout des accros l'été, essentiellement. J'ai connu d'autres époques professionnelles où c'était toute l'année. Maintenant, c'est concentré sur l'été, beaucoup d'incivilité, le trafic de stupéfiants ayant malheureusement mis fin à toutes les autres formes de délinquance généralisée. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'entendais disposer d'un outil permettant, en liaison avec la police nationale, et d'ailleurs nous sommes en train de préparer la convention qui va harmoniser l'action des deux polices. Ce que je voulais, c'est disposer de personnel capable de démarrer des procédures. C'est souvent par l'agent de police judiciaire ayant cette compétence que démarrent des affaires qui vont aller ensuite jusqu'au tribunal correctionnel, voire jusqu'à la cour d'assises. C'est très important. C'est très important, il ne s'agit pas d'avoir des costauds qui se baladent avec des armes de tous les côtés. Non, il faut avoir une police efficace, discrète ou visible, selon les cas, mais encore une fois, capable de faire des procédures. Et comme nous avons déjà deux agents qui ont la compétence de police municipale, eh bien, plusieurs interpellations ont été effectuées d'ores et déjà avec remise des délinquants au service de police. J'ai à chaque fois tenu à féliciter ces agents qui contribuent à notre tranquillité à tous. Et en ce moment, j'y reviendrai, ce n'est pas une image purement formelle. Les horaires prévus sont pour cet été, car la police municipale ne se crée pas d'un coup de baguette magique. Il faut 6 mois de formation pour les agents. Alors nous en avions 2 qui disposaient, comme je vous l'ai dit, de la qualification, et nous en avions 2 autres en interne qui demandaient à suivre la formation de police municipale, formation de 6 mois, qui sont actuellement en stage. Nous aurons donc 4 policiers municipaux et nous en recruterons 2. Avec le chef de la police municipale, nous aurons donc 7 policiers capables de suppléer, d'aider la police nationale, dont vous savez que, jusqu'à maintenant, les effectifs allaient sans cesse diminuant. Parallèlement, nous renforçons la surveillance par caméra. Cette surveillance, quand j'étais juge, elle m'agaçait. Je voyais pas trop à quoi cela pouvait servir. Moi, j'étais de l'époque de la filature, de la surveillance, des écoutes téléphoniques déjà. Mais la caméra, cela ne rentrait pas du tout dans mon champ de perception.
Eh bien, la caméra qui se trouve près de la mairie a permis cet été de mettre fin à l'activité d'un incendiaire. C'est grâce à cette caméra que la police a pu mettre fin aux agissements de cet individu qui nous a quand même fait brûler une partie de la mairie, ce qui n'était pas neutre. Donc, il y aura, nous passons de 6 à 13 caméras. Les emplacements retenus, entre autres, c'est le port de pêche, la gare SNCF, véritable problème, hein. La gare SNCF, la place Sainte-Anne à la Chaume, qui connaît également des difficultés, et la Grand Plage, où la caméra sera d'ailleurs descendue. Au début, on avait prévu Laurent Blais, mais finalement, on se dit que c'est plutôt sous l'encorbellement que se passent les choses. Le tout, donc, ce renforcement de la vidéosurveillance nous coûte 100 000 €. Quatrième axe, eh bien, l'autisme. Le nautisme, c'est l'identité de la cité, c'est l'identité de notre ville. J'avais choisi les Sables d'Olonne, d'abord parce que je voulais être juge d'instruction, et deuxièmement parce qu'il y avait un port de pêche. Et un port de pêche, c'est vivant. Et c'est autour de ce port de pêche, d'abord, de commerce, puis pour le Nain, pour le 2, la Plaisance, que s'est constituée cette ville. Avec cet outil irremplaçable, cet atout considérable, nous sommes dans une ville qui a en son cœur un port de pêche, un port de commerce, un port de plaisance. C'est très rare et cela, encore une fois, est un des atouts de la ville des Sables d'Olonne, ne serait-ce que par le patrimoine qui s'y trouve sur la Cabaude, c'est un atout, c'est une exception. Je me rappelle très bien lorsque j'étais responsable d'un car qui revenait du Salon du Livre de Montaigu, à l'époque où nous allions à Beau-Rivage, l'étonnement des invités lorsqu'ils découvraient la glacière, lorsqu'ils découvraient les silos. Ils disaient, mais c'est très curieux d'avoir cet ensemble au sein de la ville, en plein centre de la ville. Bon, souhaitons que les silos n'explosent pas. Cela nuance un petit peu les cris d'admiration. Donc, identité de la ville qui s'est construite autour de la mer, avec bien sûr un certain nombre d'événements. Alors cette année, il y a eu Maître Coq, il y a eu la Vendéva, il y a eu la course de l'Edec. Là, ça nous a ramené un certain nombre de jeunes dans la ville, qui se sont globalement très bien tenus. La solitaire du Figaro, les Sables, les Açores, et puis le nautisme, ce n'est pas seulement les courses. Nous avons l'Institut Sport Océan qui offre des prestations d'excellente qualité, notamment l'initiation des moussaillons de 5 à 7 ans, une 160 cet été. C'est important, c'est très important. Notre activité est quand même liée au nautisme, une partie de notre activité. Je n'oublie pas la plage, hein, et je n'oublie pas les industriels. Mais actuellement, la plaisance connaît une crise. 400 demandes il y a quelques années sur le port des Sables, en attente, 200 aujourd'hui. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce qu'il ne faut pas, comme le fait Annette Roux à la tête de Beneteau, qui crée des écoles de voile en Chine, est-ce qu'il ne faut pas anticiper cette baisse d'intérêt, hein? Et nous avons maintenant nos jeunes pris dans les soucis, pris dans la culte de l'instant. Il faut de la préparation, hein, pour mettre un bateau à l'eau, c'est du temps, hein, une bonne heure. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper ce mouvement pour aider nos entreprises par la suite, hein, car quand il n'y a plus de clientèle, évidemment, il n'y a plus d'emploi. Je souligne également l'action du pôle Solar, merci Lionel, merci Didier, qui se met en place actuellement. Donc voilà une partie de nos actions. La prévention également est au cœur de nos soucis. Le procès Xynthia a montré les risques. Il a montré les risques et j'ai décidé avec mon équipe de diffuser par la Lettre des Sables
le document d'information communale sur les risques majeurs, DICRIM. Rien à voir avec la crime. Hein. DICRIM, nous l'avons diffusé parce que nous avons pu voir que la situation évoluait et que chacun devait être en mesure d'être protégé et de s'intégrer à ce plan communal de sauvegarde que je me suis également empressé de consulter et d'adapter à la nouvelle équipe municipale, puisqu'il fallait changer les responsables. Autre souci de prévention, souci majeur, et je compte sur Brigitte Tesson pour prendre le problème à bras-le-corps, c'est la santé. Les problèmes sont devant nous, et vous tous d'ailleurs en êtes conscients parce que vous m'en parlez souvent dans la rue. Les problèmes sont à venir. En effet, la population des Sables a été évaluée par le Conseil communal d'action sociale qui, démarche unique d'ailleurs en France, a détaché un agent pour commencer un état des besoins de la population de plus de 80 ans. Nous avons 2300 personnes qui vivent actuellement hors établissement, hein, donc chez elles, 2300 personnes de plus de 80 ans. Ces personnes, en général, ne conduisent pas. Elles habitent plutôt le centre-ville. Si nous perdons tous nos médecins de centre-ville pour la périphérie, donc réservés à ceux qui sont mobiles, je n'ai pas besoin de détailler plus avant les problèmes qui vont se poser. Donc, sur la base de cet état des lieux, sur la base de la prise de conscience de ce problème, prise de conscience qui remonte à notre campagne d'ailleurs, eh bien, nous allons organiser, Brigitte Tesson va organiser les assises de la santé. Il y a déjà eu une première réunion à 40 participants pour voir comment nous allons faire face à ce besoin et à cette demande qui se fait de plus en plus pressante. Autre action, la promotion. Certes, la compétence économique revient à la CCO, à la communauté de communes des Élones. Ce qui ne nous empêche pas de prendre en compte les soucis économiques des acteurs de la ville. Sur ce plan, je tenais beaucoup à ces animations qui se sont déroulées au moment de Noël. L'idée générale était d'attirer la population de la périphérie. J'ai vu des gens qui venaient de Machecoul. Nous avons fait un gros effort de communication et un gros effort d'animation. Et je dois dire que le centre-ville, entre les chameaux avec deux bosses, les dromadaires, une bosse, les chevaux, la montreuse d'ours, les cracheurs de feu, le centre-ville a été animé. J'avais dit aux responsables des commerçants, dès la fin d'avril, que les animations, c'est la ville qui s'en chargerait, et que c'était à eux, après, d'attirer la clientèle dans leur boutique. Je n'ai pas encore de retombée exacte, mais certains m'ont dit que le but était atteint. Le but était atteint. Donc nous continuerons cette politique. Je n'ai pas voulu organiser, je dis beaucoup je, mais là c'était vraiment mon idée avec Claire Legrand, l'adjointe à la culture et aux animations, que je remercie car elle s'est beaucoup investie dans cette affaire. Donc, ces animations de rue qui ne correspondent pas au village de Noël, nous avions retenu le thème des mousquetaires, hein, parce que c'était un hommage rendu à Louis XIII, ce chef de l'État qui avait implanté l'église Notre-Dame, financé d'ailleurs, l'implantation de l'église Notre-Dame au cœur des Sables d'Olonne, église Notre-Dame dont nous allons reparler. Donc il ne s'agissait pas de faire le énième marché de Noël, il y en a pas loin d'ici, qui sont très beaux, qui ont une notoriété, il fallait aller vite, frapper fort. Je pense que nous y sommes parvenus. J'ai vu les rues des Sables extrêmement animées, alors que l'an dernier, à la même époque, je faisais ma campagne et je les avais trouvées un petit peu tristes. Animation de Noël.
L'Office de tourisme. L'Office de tourisme qui a été classé en catégorie 1, donc la distinction la plus élevée. L'Office de tourisme, cela constitue un succès. Nous encourageons également l'activité des artisans grâce à la politique menée par Geoffroy de Bénast qui subventionne, qui fait subventionner par la commune certains quartiers pour le ravalement des façades. C'est non seulement utile sur le plan esthétique, il y a grand besoin de ravaler, de repeindre, de rafraîchir un certain nombre de façades, mais c'est nécessaire pour l'activité de nos artisans. Enfin, nous avons cette année, le budget ne sera pas facile et il évolue en ce moment tous les jours. C'est-à-dire que Yvan Carvanca, le conseiller délégué aux finances, travaille dur et travaille tous les jours parce que les emprunts structurés, baptisés autrement emprunts toxiques, sont en train actuellement de flamber. Et l'impact n'est pas neutre. Donc les travaux de voirie ont été maintenus à 2 600 000 €, ceci afin d'aider d'abord d'améliorer votre cadre de vie, mais aussi d'aider les entreprises du BTP qui souffrent terriblement. Alors 2015, année du patrimoine, nous allons entreprendre les travaux nécessaires sur l'église Notre-Dame. L'église Notre-Dame, actuellement, les bas-côtés sont bâchés, des pierres tombent de la voûte et les chapelles latérales voient leur peinture partir en lambeaux. Avec le soutien très actif d'ailleurs de la Direction régionale des affaires culturelles qui veut nous aider à devenir une cité de référence en matière d'architecture balnéaire et de patrimoine balnéaire, nous allons donc entreprendre les travaux qui sont financés pour partie importante par l'État, par le Conseil régional, par le Conseil général, s'il existe toujours, et s'il a toujours cette compétence, je n'en sais rien, et par nous. Mais les travaux d'étanchéité ne suffiront pas. Il y a eu des dégâts, vous avez des pierres qui se désintègrent, c'est un plan pluriannuel qui est à mettre en place pour, après la mise hors d'eau de l'église, la restaurer complètement. Là, c'est un engagement très ferme que je prends devant vous. Cette ville qui est au cœur de la cité, cette église qui est au cœur de la cité, qui est un peu surdimensionnée, il faut bien le dire, les touristes croient que c'est une cathédrale. Cette église doit être absolument rénovée. C'est impératif, vous savez que grâce à la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui me fait râler, parce que si on en avait fait une cathédrale, ça c'est la faute de Bonaparte, on n'a pas fait une cathédrale. Si ça avait été une cathédrale, c'est l'État qui devait gérer l'ensemble. Là, c'est nous. Eh bien, j'espère, en partant, parce qu'on me donne, je crois, une durée de vie de 5 ans, ce qui est agréable. 5 ans, c'est pas mal à mon âge, vous savez. Qui sait qui sera encore là dans 5 ans? Eh bien, écoutez, dans 5 ans, j'entends bien que tout cela soit lancé et bien fixé. L'abbaye Sainte-Croix, là aussi, il va falloir s'occuper de l'existant, avec des travaux de toiture, et c'est impératif. Pour différentes raisons, l'église, ce sont nos origines. L'abbaye Sainte-Croix, c'est également un élément du patrimoine architectural de la ville, mais c'est également une pépite, c'est le musée, un musée absolument exceptionnel pour une ville de moins de 15 000 habitants, une qualité des conservateurs qui se sont succédés, d'aucun est parti à Beaubourg, l'autre est en train de monter le musée Soulages, Benoît Decron. Nous avons des conservateurs de grande qualité et je me rappelle que lorsque j'avais appris ma nomination au Sables d'Olonne, il y avait dans le monde
une page entière qui était consacrée au musée des Sables d'Olonne, c'est ainsi que je l'avais découvert, qui était classé comme étant le 3e musée d'art contemporain de France. Alors actuellement, les villes, les milliardaires, tout le monde se met à l'art contemporain, mais nous avons naquis, et là je remercie mes prédécesseurs, d'avoir, comme pour le service des archives d'ailleurs, fait tout ce qu'il fallait pour conserver ce musée. Nous allons nous efforcer maintenant de promouvoir encore une fois, ce petit bijou que nous avons dans notre ville. La politique, la bibliothèque, bon, je n'évacuerai pas ce sujet, bibliothèque et médiathèque. J'espère trouver une solution dans l'existant, mais je ne vais pas ce soir parler de ce qui fâche, mais l'audit financier de la ville auquel nous sommes en train de procéder me laisse très perplexe et un peu, je dirais pas désespéré, mais refroidi quant à nos capacités d'investissement. Nous en avons perdu pratiquement, par le sous-contrôle d'Ivan Caranca, le tiers. Donc je ferai ce que je peux, ce que je pourrai. Je ne néglige pas cette bibliothèque qui est un élément de confort de notre vie, un élément de la diffusion de la culture au quotidien. J'y tiens beaucoup, mais nous ferons avec ce que nous avons. La politique des quartiers. Alors, la politique des quartiers, Dominique Tenot est là. Hein, il est là. Regardez-le bien. Si vous voulez participer à la vie des quartiers, vous lui sautez dessus, vous l'immobilisez et vous lui dites tout ce que vous avez à lui dire. Dominique, bonne chance. Ah oui, c'est le moment, hein. Nous sommes là pour ça. L'antenne universitaire. L'antenne universitaire, nous avons, avec l'ancienne sous-préfecture, avec les 39 logements dont la ville est propriétaire, avec la caserne des douanes, nous avons un atout qui est, je ne dirais pas unique, parce qu'il y a d'autres villes en bord de mer qui se sont dotées d'antennes universitaires. Je pense à La Rochelle, hein, qui est devenue une ville universitaire. Au moment où nous avions lancé la capacité en droit avec Jacques Auxiette, ils lançaient leur capacité en droit. Ils sont une ville universitaire maintenant connue et reconnue. La Roche-sur-Yon patine un peu derrière. Or, nous avons un atout. La plage, l'attractivité. Donc, je pense qu'avec les partenariats que nous sommes en train de monter, nous allons pouvoir, notamment avec les summer schools. Les summer schools, ce sont les étudiants, alors américains, ils peuvent être chinois, qui viennent avec les professeurs faire des stages l'été, hein, suivre des cours dans un lieu particulièrement attractif. Il se trouve qu'il semblerait que nous faisions partie du club. Donc nous allons utiliser cela toujours dans cette perspective du transgénérationnel, avoir des jeunes dans notre ville. Deauville vient de se doter. Pourtant, ils n'en ont pas besoin à Deauville. Ils ont les planches. Eh bien non, vous voyez, toutes les villes du bord de mer, les villes touristiques, doivent faire des efforts d'imagination pour rester dans la course. Nous avons d'ailleurs eu une matinée de travail à ce sujet avec Jacques Auxiette, président du conseil régional, qui nous a fait la surprise, d'ailleurs, de venir en visite quasi officielle au Sable d'Olonne. Je crois qu'il n'avait pas mis les pieds en Vendée pratiquement depuis son élection. Bien, nous avons travaillé pendant 4 heures sur ce sujet et sur le suivi des dossiers, notamment le sort de l'ancien lycée Tabary. Eh bien, écoutez, voilà. J'ai terminé mon inventaire, alors je dirais pas à l'après-vert, parce que j'ai horreur de se penser que j'ai changé un petit peu d'époque, d'un inventaire à la Colbert. Colbert, il doit être libre, vous savez. Et je vais, si vous le permettez, sortir un petit peu du cadre simplement municipal et évoquer l'horreur qui s'est déroulée il y a 15 jours. Je redis ce que j'ai dit à la manifestation que personne n'a entendu, d'ailleurs pratiquement, bien que j'ai la voix assez forte, mais il y avait tellement de monde.
que j'avais beaucoup pensé à cette équipe de Charlie Hebdo, et surtout, j'avais rendu hommage au courage de cette équipe-là. Le courage, c'est une vertu qu'on oublie un petit peu, le sacrifice, c'est moins bien vu que jadis, mais qui ont fait face, alors qu'ils savaient bien, à partir du moment où vous vivez sous surveillance, et une surveillance avec des hauts et des bas, un jour une voiture de police, le lendemain un seul gardien. Quand vous êtes dans un cadre institutionnel, vous avez des surveillances permanentes et qui ne bougent guère. Certains d'entre vous sont venus voir le juge Trévidic qui était là il y a 3 semaines. Il avait son garde du corps, plus les services de police en alerte. Le juge Marc Trévidic, dont le policier qui a été tué dans les locaux de Charlie Hebdo avait été très longtemps le garde du corps. Le juge Trévidic est un habitué de la Vendée. Il est allé au Serra, aux Herbiers, il venait au Festival Simenon, et il est revenu donc à la demande d'Aïda Moreau, devant beaucoup de monde. Je pense qu'il y en aurait eu encore beaucoup plus aujourd'hui, malheureusement. Bon, il a une surveillance permanente, et lorsqu'il se déplace en province, les services de police, de gendarmerie sont mobilisés pour assurer sa réception et sa protection. Des caricaturistes, visiblement, ne les protègent pas de la même façon. Voilà ce que je voulais dire, et c'est un hommage très sincère que je rends à leur détermination, à leur courage, à cette opiniâtreté, à ne pas céder alors qu'ils devaient bien se douter, ils savaient bien à partir du moment où on leur accordait une protection et il y avait eu un premier attentat, que leur jour risquait d'être compté. Donc je pense évidemment à toutes les autres victimes de cette horreur, mais avec une mention particulière pour ces caricaturistes. Et pas le métier des caricaturistes d'être abattu avec Kalachnikov. Ce n'est pas parce que l'on est policier, agent municipal, qu'on doit être abattu. Mais cette horreur, cet assassinat m'a profondément choqué. Il y a ensuite cette manifestation. Je dois dire que je me suis interrogé, je me suis beaucoup interrogé sur cette manifestation. Ce culte de l'émotion, de l'instantané, où est-ce que ça nous menait? Je me suis plongé dans l'histoire de notre pays, qui est une histoire sanglante, à ne pas oublier, dans laquelle la religion n'est pas absente, même si la plupart du temps, la religion d'ailleurs ne sert que d'alibi à d'autres intérêts. En l'espèce, 2 périodes très sanglantes qui ont donné lieu à des manifestations considérables que l'on ignore aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler d'Henri IV. Henri IV, en 1589, devient roi de France, mais il est huguenot et les catholiques ne le reconnaissent pas, partie des catholiques ne le reconnaît pas comme chef légitime. Or, patiemment, des hommes comme Michel de Montaigne, comme un certain nombre de grands du royaume qui sont catholiques, mais que les liens féodaux maintiennent au service du Béarnais, acquièrent, comme l'a fait son prédécesseur, Henri III, assassiné lui aussi, acquiert la conviction qu'au-delà de la légitimité de la loi salique, se transmet par les hommes, il était le seul capable d'être un homme d'État et de ramener la paix dans le royaume. Or la paix, il ne la ramène pas. La guerre entre les royaux et les ligueurs, les ultra-catholiques, va se poursuivre jusqu'en 1593. Et en 1593, à la demande d'un certain nombre d'hommes d'État d'ailleurs, on peut parler d'hommes d'État, il va abjurer. Et c'est le pariveau vient d'une messe. En réalité, c'est un acte de rencontre de la majorité avec la majorité du peuple français qui va soulever
un enthousiasme. Paris ligueur, Paris ultra-catholique va se rendre en masse à Saint-Denis en criant « Vive le roi qui ramène la paix ». Et le roi sera accueilli au parvis de Saint-Denis par l'archevêque de Bourges, Armand de Beaune, qui auparavant avait travaillé en disant « Il y a une obligation, celle d'obéir au roi, qu'il soit païen ou hérétique. » C'est-à-dire que ce dignitaire de l'Église catholique faisait passer avant tout l'intérêt du royaume, l'intérêt de la population française. Et c'est l'ébauche de la laïcité. La deuxième période où il y a eu des manifestations considérables, des rassemblements spontanés de peuple, c'est lorsqu'en ce jour de Pâques 1802, soudain, le concordat passé entre Picette et Bonaparte va entrer en vigueur. La population française n'en pouvait plus des massacres. Elle n'en pouvait plus de ces caricatures d'église qu'avaient tenté de lancer certains révolutionnaires. Bonaparte l'avait compris, Picette également, qui avait imposé à ses cardinaux un traité de paix, un concordat, dans lequel l'Église catholique renonçait à être Église d'État, dans lequel les institutions civiles l'emportaient sur tout ce qui était religieux, renvoyé à la vie privée, à la sphère privée, et notamment la renonciation également aux biens nationaux qui avaient été confisqués. Lorsque 40 000 cloches se sont mises à sonner en même temps, partout, dans toute la France, des foules énormes se sont rassemblées. C'était la paix qui revenait. Là-dessus, ils ont été servis, mais 2 ans après. Mais la paix revenait, la paix civile, la paix religieuse, la paix avec l'extérieur. Alors ces manifestations spontanées, je me suis dit, oui, mais elles consacraient en fait la fin des guerres civiles. C'était une espérance de tranquillité, de bonheur, de sécurité. Est-ce cela? Ben, écoutez, non. J'ai eu l'impression de manifestations, certes, d'unanimité, mais, où allons-nous? Comment tout cela va-t-il se terminer? Je suis bien incapable de vous le dire. Je tenais toutefois, car ce matin, j'ai lu le Figaro, simplement dire, politique parisien, il faut, de droite, pour l'instant, il faut laisser faire le gouvernement. Dans ces moments-là, c'est sérieux, les querelles politiciennes, laissez-les un petit peu filer. J'avoue avoir une certaine confiance dans le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve. Il est petit, il ne fait pas beaucoup parler de lui, il travaille apparemment, il ne prétend pas passer les banlieues au Karcher. Je pense que ce type-là bosse, c'est ce qu'on demande à un ministre de l'Intérieur. Donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer. Nous sommes au Sable d'Olonne, il y a des moments où ceux qui sont dans l'action travaillent et où ceux qui sont dans le verbe doivent se taire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, écoutez, de tout mon cœur, je dis vive les Sables d'Olonne, vive 2015 et meilleurs vœux encore une fois à toutes et à tous, et merci à toute mon équipe qui m'épaule sans compter ses efforts. Évidemment, je me laissais emporter par ma passion historique, mais nous arrivons quand même dans une période difficile. Et cette période difficile, je vais abandonner le national pour le local, cette période très difficile, nous assistons à une mondialisation de l'économie, la montée des pays émergents qui eût cru que la Chine
serait la première puissance économique du monde, c'est imminent. Nous avons du mal, nous la vieille Europe, à faire face. Et au plan local, il y a une nécessité impérative. Nous devons abandonner les blouses grises et retirer de dessus l'oreille les crayons de comptables tatillons. Il y a un impératif absolu, celui de l'union des 3 communes sœurs du pays des Olonnes. Nous devons, dans le monde actuel, recadrer nos forces, resserrer nos rangs, et alors que les départements vont disparaître ou être réduits à leur plus simple expression, face aux régions, face à l'irruption des institutions anglo-saxonnes et de l'ultralibéralisme, nous devons nous resserrer et réaliser cette union. Là maintenant j'ai terminé. Je vous demande encore une fois d'applaudir mon équipe car elle travaille beaucoup, beaucoup. Et bien maintenant, monsieur le député maire honoraire, qu'est-ce qu'on dit? Le bar est tout bleu.